Eh bien, bonjour à toutes et tous et bienvenue à ce 10e rendez-vous PEPSez-vous de Savoir Patient. De ces rendez-vous sont de partager des expériences concrètes de partenariat en santé, de les découvrir pour ceux qui écoutent et surtout d'échanger, de questionner, d'élaborer autour du partenariat en santé. Aujourd'hui, nous sommes 3 personnes ressources membres de Savoir Patient. Donc, moi, je m'appelle Fabienne et je suis une des cofondatrices de l'association. Je te laisse te présenter, Claire. Bonjour à tous, Claire Hédon, adhérente de Savoir Patient depuis fort longtemps et également formatrice ou co-formatrice occasionnelle en ETP et en formation initiale et très très intéressée par toutes ces questions du patient partenaire et du partenariat en santé. Et Muriel, à ton tour. Bonjour, donc je suis Muriel, c'est moi qui vais regarder plus précisément le chat. Moi, je suis aussi membre de Savoir Patient et je suis patiente engagée dans une unité transversale d'éducation thérapeutique du patient et aussi très engagée pour promouvoir et réfléchir autour du partenariat patient-professionnel de santé. Bonjour à tous. Merci. Donc, on va commencer par 3 ou 2 partages d'expérience de 10 minutes chacun. On vous demande, comme tout le monde le sait maintenant, on est tous des experts des visios, d'éteindre votre micro pendant que les autres parlent. Vous pouvez utiliser le chat pendant tout le temps pour poser vos questions. Et puis, quand ça sera le temps des échanges, on vous demande de bien vouloir lever votre main virtuelle pour que Claire puisse vous passer la parole et de vous présenter en quelques mots au moment où vous prenez la parole. La séance est enregistrée, normalement, oui. Et donc, la règle d'or de ces rendez-vous, c'est l'écoute, la bienveillance, l'ouverture d'esprit, voilà, pour partager en toute sérénité. Alors, sans plus attendre, aujourd'hui, nous avons 3 intervenantes que nous remercions de bien vouloir partager leur expérience. Elles vont se présenter chacune à leur tour. Donc, on va commencer par Nathalie Di. On aura ensuite Sandrine Larin et enfin Isabelle Aiglin avant le lancement des échanges. Nathalie, je te passe la parole. Merci. Merci Fabienne. Eh bien, bonjour à tous, je suis Nathalie Di. Par quoi commencer pour aller assez vite et succinctement? Moi, je suis une patiente qui a été touchée par un cancer du sein en 2016, une prise en charge en 2017 avec le parcours assez classique de prise en charge. Qui a été suivi par des troubles liés à une immunodépression qui fait que je n'ai pas pu reprendre mon emploi tout de suite. Et puis, en parallèle de cette difficulté-là, j'ai été touchée par des troubles cognitifs. Alors, à l'époque, moi, je ne savais pas trop ce que c'était. Je ne trouvais pas du tout d'informations, ou très, très peu. Et puis, surtout, voilà, on me parlait de dépression, on me parlait de fatigue, on ne me parlait pas de troubles cognitifs en lien avec mon cancer. Et ça me perturbait beaucoup quant à la reprise de mon emploi. En parallèle, je réfléchissais à qu'est-ce que j'allais pouvoir faire de cette expérience de la maladie, à quoi elle allait pouvoir servir, parce que j'aime bien que les choses aient une plus-value ou un intérêt, hormis peut-être les bilans de vie habituels, je pense que tout le monde fait et pose à cette occasion-là. Et donc, par l'intermédiaire de mon acupuncteur qui m'accompagne depuis de nombreuses années, j'ai appris qu'il existait un diplôme universitaire de mission d'accompagnant en cancérologie à la faculté de médecine de la Sorbonne, c'est la faculté de l'UDP, l'Université des patients. Et dès ce jour-là, j'ai candidaté sur cette mission de DU, cette envie de pouvoir participer. Et puis, quand on m'a recontactée, on m'a dit: «Mais qu'est-ce que vous avez comme projet?» Puis à ce moment-là, je n'avais pas de projet parce que pour moi, il fallait d'abord être diplômée pour pouvoir mener une action ou faire quelque chose. Et puis dans ma tête, ce n'était pas très clair ce que je pouvais faire demain, qu'est-ce que je pouvais apporter. Donc j'ai un petit peu différé cette candidature-là. Et en parallèle, j'avais candidaté sur un certificat universitaire de patient expert en maladies chroniques, d'éducation thérapeutique en maladies chroniques, sur la faculté de médecine de la Timoneuse. Déjà, ça avait un côté un petit peu plus pratique pour moi, puisque moi, j'habite dans les Hautes-Alpes, et puis la Timone, c'est à Marseille, donc c'était beaucoup plus pratique.
Donc, ça m'a permis d'arriver dans ce monde de qu'est-ce qu'un patient partenaire, qu'est-ce qu'un patient expert, quelle place peut-on prendre, comment on est un patient professionnalisé qui peut accompagner d'autres patients sans venir dans un accompagnement qui est quelque chose de thérapeutique pour soi, parce qu'on ne se soigne pas soi, on est là pour accompagner les autres, en tout cas de mon point de vue. Et donc, j'ai cheminé dans ce parcours-là. Et en parallèle, j'avais toujours cette grosse problématique de troubles cognitifs. Et donc, comme je trouvais peu de choses, hormis à ce moment-là la création d'ateliers autour de la prise en charge des troubles cognitifs qui était mis en place à l'Institut Bergoni à Bordeaux par Madame Gérard Muller, il y avait très, très peu de choses en France. Donc, petit à petit, en me mettant en lien avec des neuropsychologues, avec des instituts de recherche comme l'INSERM de Caen, j'ai trouvé un petit peu plus de documentation et je me suis dit, bah, il faut faire quelque chose. Il faut que les patients, parce que c'est beaucoup des femmes qui se plaignent de ces troubles-là, mais il y a aussi beaucoup d'hommes qui sont touchés, parce qu'essentiellement, ce sont des femmes qui ont un cancer du sein ou des patients qui sont suivis pour un cancer du sein et des patients qui sont suivis pour un cancer de la prostate. Ce sont des produits qui aggravent beaucoup les troubles cognitifs autour de cette pathologie-là. Et juste, mon idée au départ, c'était pour faire que juste on arrête de dire aux patients que c'était la dépression, c'était la fatigue et que ça allait passer. Et pour moi, il était indispensable, en tout cas de mon point de vue, j'avais besoin de comprendre pourquoi ça arrivait et qu'est-ce que je pouvais faire pour que quelque part ça aille mieux, combien de temps ça allait durer, etc. Donc, je me suis lancée dans la construction d'ateliers pour pouvoir expliquer ce que c'était que ces troubles. Et en parallèle, j'ai continué mon parcours de patiente partenaire. Donc, j'ai proposé ces ateliers auprès de l'hôpital où j'étais suivie et puis auprès de la Ligue contre le cancer des Hautes-Alpes. Donc là, mon expérience de partenariat en santé a démarré parce que c'est pas facile. À cette époque-là, en tout cas pour moi, c'était pas très facile d'avoir un projet. Je voyais très bien ce que j'allais pouvoir faire, mais je voyais pas trop comment j'allais associer ces partenaires qui finalement étaient plutôt que des accueillants, puisque voilà, il n'y avait aucune aide dans la construction de mon projet. Voilà, c'était plus des soutiens matériels, on va dire. Et en parallèle, donc, comme je vous disais, j'ai continué mon parcours. J'ai intégré le diplôme de l'université de la Sorbonne. J'ai passé ma certification en éducation thérapeutique du patient, puisque malgré le fait de certificat universitaire, il faut passer la certification. Et puis, j'ai essayé de garder un pied dans le monde de l'accompagnement de santé, parce que je suis assez isolée, moi, sur mon territoire. Et en plus, on était en pleine période de Covid en 2020, de démarrage. Et depuis ces 2 dernières années, j'ai essayé de rester vigilante sur le fait de pouvoir rester formée et active dans les interactions qu'il pouvait y avoir autour de ce thème du partenariat en santé. Et c'est à ce titre-là que l'année dernière, j'ai eu la chance de participer à la formation qui est organisée par Savoir Patient. Et puis, en parallèle aussi, un projet avec l'association Osiris, avec le programme Ozon sur la sensibilisation de l'expérience patient. Donc, ça m'a permis d'avoir un petit peu plus d'outils pour pouvoir progresser dans mon implication, on va dire. Et en parallèle de cette implication qui continue, j'ai pu être intégrée sur des programmes autour de l'ETP. Donc, sur GAP, il y a un programme Vivre avec son cancer. Donc, j'ai été associée comme patiente experte depuis 2 ans avec un atelier qui fonctionne pas encore trop parce que ces 2 dernières années, ça a été compliqué pour beaucoup de monde. Ils n'ont pas encore pu passer au format en visio, voilà. Donc, c'est une expérience qui est très ponctuelle, on va dire. Et puis, j'ai été associée à la co-création d'un programme de TP spécifique autour du cancer du sein, qui vient d'être validé par l'ARS Occitanie et qui va démarrer ce printemps au Montpellier Institut du sein à Montpellier. Où je vais animer de ma place de patiente partenaire, tout comme les ateliers que j'anime pour maintenant la Ligue contre le cancer des Hautes-Alpes, de ma place de patiente partenaire et donc de mon expérience, je vais participer à l'animation de ces ateliers autour de la prise en charge des troubles cognitifs en lien avec le cancer, en partenariat avec un neuropsychologue qui a participé à la co-création du programme avec moi. Voilà. Donc, c'est les projets que j'ai actuellement.
et pour lequel j'ai été associée. Donc, c'est vrai que selon les lieux, les endroits, j'ai différentes casquettes, plutôt patiente experte pour le TP, plutôt patiente partenaire selon certains autres endroits. Et puis, sur des partenariats peut-être plus ponctuels qui sont en cours de développement, qui sont tout nouveaux pour moi. Alors, un qui n'est pas encore développé, mais dans lequel je suis sur le projet aussi. C'est un programme de TP spécifique qui va être mis en place dans le Queyras, donc sur les Hautes-Alpes, et où on m'a demandé de prendre une place en tant que patiente partenaire. Et je vais être associée là, à partir de la semaine prochaine dans des groupes de travail avec OncoPACA, qui sont en train de construire des programmes de soins de support de demain sur les prises en charge de l'après-cancer avec les PPAC, voilà, qui sont très intéressés par ma vision de patientes formées, partenaires et accompagnantes, et qui veulent m'associer sur les projets. Voilà ce que je pouvais dire sur mon parcours. Après, j'ai un petit peu commencé à vous le dire sur les freins et sur les leviers dans le partenariat. Moi, la première grosse difficulté à laquelle j'ai été heurtée, ça a été la remise en question de la légitimité. De quel droit et de quelle place je prenais la parole autour de l'accompagnement des troubles cognitifs. Je suis qu'une patiente, entre guillemets. Je ne suis pas neurologue, je ne suis pas orthophoniste, je ne suis pas ergothérapeute, qui sont les professionnels qui peuvent prendre en charge ces problématiques. Et puis, très vite, je me suis dit, comme je parle de ma place de patiente, je n'apporte que ma légitimité de patiente. Et donc, c'est le préambule de toutes mes interventions. Quand je fais des interventions, c'est toujours ce que je mets en avant. Et c'est très souvent ce qui matche le plus avec les patients que j'accompagne, parce que pour eux, l'intérêt, c'est que du coup, il n'y a pas mieux que vous pour nous comprendre, parce que vous l'avez vécu. Et à ce moment-là, je précise que je le vis encore. Donc, c'est pour ça que je lis un petit peu mes notes aussi dans mon intervention, pour ne rien oublier, et où du coup, c'est les patientes qui finalement me donnent la légitimité de pouvoir parler de ce thème-là, au travers de ce que je peux proposer autour de cette prise en charge. Ce qui est un des freins très, très importants pour moi ces derniers mois notamment, c'est le manque de temps. Moi, j'ai repris un emploi à temps complet sur un poste où je travaille beaucoup. J'ai beaucoup de sollicitations, où par ailleurs, je continue à mener les ateliers que j'ai mis en place, où j'ai d'autres sollicitations. Par exemple, je vais démarrer le mois prochain des ateliers comme bénévole pour l'association Univerca. Et, Nathalie, juste il te reste une petite minute pour qu'on ait le temps d'écouter tout le monde. D'accord, qui est presque fini, merci. Et donc, du coup, ce qui me manque, moi, c'est la proximité d'autres patients partenaires. Le temps, c'est une chose, puis la proximité du réseau, de pouvoir créer ces interactions, tout ça, c'est vrai que c'est compliqué parfois. Et finalement, c'est un des effets secondaires des confinements successifs qui font que les réseaux se sont beaucoup développés en visio, par exemple avec des PEPS. S'il avait fallu qu'on se rassemble, ce n'était pas du tout la même chose. Et c'est une dynamique qui me permet de pouvoir rester active dans ce secteur-là. Ensuite, les leviers, c'est tout ce qui est l'ouverture et l'attention de ce qui se fait autour de moi, avec ce que j'appelle mettre un pas après l'autre, un petit caillou par-ci, un petit caillou par-là, un petit pas de côté, un petit pas en arrière, un petit pas en hauteur pour voir ce qui se fait, et pouvoir se servir de ces petits pas pour pouvoir saisir les opportunités, pouvoir avancer avec ce qui se fait et ce qui se propose autour, et puis avancer tout doucement à ce rythme-là. Voilà. Voilà ce que je pouvais dire aujourd'hui peut-être. Merci Nathalie. Avec plaisir. On enchaîne avec Sandrine qui nous a rejoint en cours de route. Sandrine, es-tu là? À ton tour. Vous m'entendez bien? Super. Bon. Alors, merci Claire pour les sujets abordés. Mon parcours. Alors, au niveau santé, je suis devenue hémiplégique à l'âge de 35 ans suite à un aléa thérapeutique médical. Et vous imaginez que ça a été un choc monumental vu que je me suis retrouvée hémiplégique de moitié du corps totalement.
J'ai commencé par de la péridance, en fait. Quand je suis rentrée à domicile après l'hospitalisation, je ne pouvais rien faire chez moi. Porter quelque chose avec une béquille ou un bâton de marche, c'est difficile. S'occuper du ménage, du repassage d'une seule main, c'est pas possible. Faire les repas, c'est pas possible non plus. Donc, j'avais que la télé gardée, seulement la télé au bout de quelques semaines, et je peux vous dire que ça devient vraiment désintéressant au possible. Donc, je suis retournée à l'hôpital, en fait, de façon bénévole, au service de rééducation où j'ai mené ma rééducation. Et j'allais faire un café et j'apportais des gâteaux pour les soignants et les patients qui étaient là. Donc, j'ai commencé par ça, en fait, et par de la péridance. Et puis, j'ai eu l'occasion de suivre un protocole de soins sur le membre supérieur que j'ai eu. Et on a été filmé en début et fin de séjour hospitalier. Et ce compte-rendu, ces résultats ont été présentés au 23e congrès d'ergothérapie à Montpellier. Et j'ai voulu y participer par curiosité, puis pour comprendre un peu plus mes séquelles, comment travailler dessus. Voilà. Donc, j'ai eu l'occasion de témoigner sur ce protocole de thérapie contrainte induite. Et j'ai eu un retour des soignants qui étaient là, incroyable. Tout le monde venait me féliciter, me remercier des retours que j'avais, enfin de mon témoignage, et je ne m'attendais absolument pas à avoir ce retour-là. Et dans la voiture, au retour sur Toulouse, avec l'ergothérapeute qui m'accompagnait et que j'accompagnais, je lui dis, il n'y a pas photo, il faut faire une association pour nous, les patients. Et puis pour vous, les soignants, parce qu'il y a un pont là, ou un lien qui n'existe pas, donc il faut le créer. Donc c'est comme ça que j'ai créé mon association hémiplégique. Et c'est vrai que quand je suis devenue hémiplégique, j'ai trouvé aucune assoce pour m'accompagner. Je vous parle de ça, c'est il y a 17 ans déjà. Et pour comprendre un peu ce qui m'arrivait, pour essayer de gérer, pour m'en sortir au mieux. Donc, en créant hémiplégique, j'ai voulu mettre en place tout ce que j'aurais aimé découvrir, moi, tout plein d'activités qui m'auraient aidé, plein de trucs et astuces qui m'auraient que j'aurais pu utiliser pour faciliter mon retour à domicile, la reprise en main de ma vie. Donc, j'ai commencé par créer l'association hémiplégique et puis j'ai eu l'occasion d'aller témoigner sur le devenir handicapé en école d'infirmière à Toulouse. C'est la toute première fois et où j'ai parlé du devenir handicapé par rapport à mon ex-conjoint aujourd'hui, à mes enfants, à ma famille. Et après, j'ai été sollicitée par l'Institut d'ergothérapie, alors qui est tout à fait en lien avec la nécessité de rééducation des hémiplégiques. Et j'ai pu, outre faire des sensibilisations, j'ai créé carrément un TD pour les étudiants d'ergothérapie qui me permet de solliciter leur créativité par rapport aux besoins des patients. C'est-à-dire que je les amène à créer un support qui permette à nous, les hémiplégiques, d'utiliser le plus possible d'attaches de vêtements. Parce que mine de rien, quand on se retrouve avec une seule main, on doit s'habiller d'une seule main, on doit réapprendre à fermer une fermeture claire d'une seule main, des boutons plus ou moins petits, des agrafes, des pressions, des cordelettes, voilà, plein de choses. Donc, je crée ça fait 5 ans maintenant, où je fais un TD avec ces étudiants. Ensuite, nous avons créé le conseil pédagogique de la fac de médecine de Toulouse, où nous avons créé le profil des patients aidants formateurs. Et là, donc, on a fait, alors, ce n'est pas un profil de poste qu'on a fait, mais c'est les caractéristiques, les futures tâches des patients aidants formateurs. On a recruté notre première promo, dont fait partie Claire. Et puis, j'interviens aussi à l'école d'infirmières de Toulouse. Dernièrement, mardi matin, j'étais à l'Institut de formation des aides-soignantes à Tarbes. Voilà, j'interviens dans en tant que patiente formatrice dans plusieurs institutions.
Puis je suis aussi patiente partenaire avec les soignants, dans le sens où dès qu'on me sollicite, je participe au protocole de recherche. Et dernièrement, en mois de décembre, j'en ai suivi un sur la récupération du membre sup. Et j'ai pu faire participer et bénéficier les adhérents de mon association en faisant venir les 2 chercheurs qui mènent ces protocoles de recherche à l'association pour qu'ils viennent choisir leur cobaye, en fait. Et c'était excellent parce qu'il y avait un protocole de soins sur la motricité, un protocole de soins sur les séquelles cognitives. Et c'était vraiment très, très bien. Et puis, je suis partenaire aussi avec les étudiants de l'université Paul Sabatier en activité physique adaptée. On a mis en place des activités, donc mes adhérents et moi aussi, je vais de temps en temps, et on y était jeudi matin, donc hier matin, on a fait frisbee golf avec les étudiants APA. Donc pendant 2 heures, donc les étudiants prennent l'habitude, prennent connaissance et conscience de nos séquelles, adaptent les exercices à nos séquelles et c'est extrêmement favorisant. Et pour nous, ça nous permet de faire d'autres activités et pour eux, parce que ça les met en situation avec des personnes handicapées. Ensuite, mon parcours de partenaire. Alors, je suis aussi représentante d'associations et des usagers. Je suis vice-présidente de la CDAPH 31. Je siège aussi, et là, c'est toute la partie en démocratie sanitaire, je siège aussi au Conseil territorial de santé. Là, dernièrement, je suis membre de la CRSA et je participe à plusieurs études et notamment à une commission spécialisée du droit des usagers. En fait, je n'arrête pas et c'est passionnant. J'ai pu faire tout ça parce que j'ai eu pendant 5 ans un arrêt de travail pour congé longue maladie. Donc, j'ai pu vraiment m'orienter dans ce sens-là. J'ai passé mon DU en éducation thérapeutique en 2014. J'ai eu l'opportunité de participer à un master, à une masterclass en formation occasionnelle du patient à l'UDP à Paris. En fait, c'est très enrichissant tout ça et ce n'est pas aujourd'hui que je vais m'arrêter. Alors, maintenant, combien de temps il me reste, Claire? 1 ou 2 minutes. 1 ou 2 minutes. Donc, je vais passer au frein et au levier. Alors, le frein, et j'ai l'exemple pile poil qui arrive. J'ai été sollicitée cette semaine pour participer et pour créer un séminaire sur la pérédance. Ce séminaire, c'est à Bordeaux. Et là, j'ai reçu le programme. Alors, c'est très intéressant de mettre ça en place, je ne vous le dis pas, et d'y participer. Seulement, il faut y être de 11h à 22h, une journée. Et là, en tant que patiente, mais ils ne se rendent pas compte. C'est impensable, c'est impossible, c'est infaisable pour moi. D'autant plus que, alors, ils sont OK pour dire que ça doit être rémunéré, l'investissement et tout ça, OK. Et leur proposition, c'est 50 €. Ouais, 50 €. Ah ouais, je vois Muriel qui rigole, Claire qui fait une tête de 6 pieds de long, Fabienne aussi. Ouais, 50 €. Alors que j'ai le trajet, aller-retour, que j'ai la chambre d'hôtel, parce que figurez-vous qu'à 22h, si je ne vais pas reprendre le train le soir pour rentrer à ne plus d'heure. Donc, elle doit me rappeler cet après-midi, je vais lui dire, Brigitte, vous êtes vraiment gentille, c'est vraiment passionnant ce que vous proposez, je vous souhaite d'y arriver, mais pour moi, ce sera sans moi, quoi. C'est vraiment infaisable. C'est ubuesque même à proposer à un patient avec la pathologie. Bref. Donc, voilà, c'est un frein. Et là, pour moi, le frein, c'est ça. C'est le facteur économique et le facteur de ma santé, parce que je ne vais pas aller me fatiguer, solliciter mes forces pour ça, quoi. Ce n'est pas possible. Et les leviers, alors les leviers, c'est très encourageant, c'est qu'il y a de plus en plus de cadres des écoles de métiers de la santé qui sont sensibilisés à l'impact et le pouvoir,
Si, je dirais le pouvoir de l'expérience des patients sur leurs étudiants, vraiment. Et c'est vrai que de plus en plus, je suis sollicitée et c'est très, très bien. Vraiment, moi, je suis très contente. Il s'avère qu'au niveau financier, c'est vrai que, et Claire, tu seras d'accord, que dans les instituts de formation des métiers de la santé, ils ont des tarifs fixés et on ne peut pas aller au-dessus. Mais c'est déjà ça, c'est mieux que rien parce que tout au début, quand j'ai commencé, c'était bénévole. D'avoir une petite indemnisation, c'est déjà très bien, je suis très contente. Mais c'est vrai qu'il pourrait aller plus loin parce qu'on apporte vraiment une plus-value dans la formation des futurs soignants. Et c'est pour ça qu'ils en sollicitent de plus en plus. Voilà, je crois que j'ai terminé. Je dois être à mes 2 minutes. Merci Sandrine. Avec... Et on termine avec le partage d'expérience d'Isabelle Aiglin. Bonjour à tous, donc je m'appelle Isabelle Aiglin, je suis cadre de santé je suis professionnelle de santé sur le CHU de Nîmes. Mon parcours commence par une formation initiale d'infirmière, prise en charge aiguë. J'ai commencé ma carrière sur les hospices civils de Lyon, donc j'étais vraiment axée sur la prise en charge aiguë en chirurgie et aux post-urgences. Et en 2010, je suis arrivée sur Nîmes, où j'ai intégré une unité de rhumatologie et j'ai pris conscience de la place importante de la maladie chronique et en fait aussi de l'existence de l'éducation thérapeutique, parce que jusque-là, je ne me connaissais pas. Et donc, 2010, cette rencontre avec l'éducation thérapeutique, puis aussi un patient partenaire, parce qu'au sein du programme que nous avons construit, au sein de l'équipe, il y avait un patient partenaire. Donc, j'ai testé cette première expérience, c'était de travailler avec un patient partenaire pour construire, concevoir, animer et évaluer un programme et une activité d'éducation thérapeutique. J'ai cheminé. En 2019, j'ai intégré l'UTEP, l'unité transversale d'éducation thérapeutique. Nous l'avons mis en place. Et nous avons développé les actions autour de l'éducation thérapeutique. En parallèle, en 2019, j'ai eu une expérience personnelle, c'était d'un parcours coordonné alors sur Lausanne, donc sur le mode de fonctionnement suisse, prenant en compte le vécu de la personne en soins. Et c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai, à titre personnel, beaucoup apprécié, parce qu'il y a vraiment cette notion que j'avais trouvée dans l'éducation thérapeutique, où on était vraiment centré sur la personne et on l'accompagnait dans son parcours de soins. Et c'est vrai que c'est quelque chose dont j'avais moins conscience en tant que professionnel, parce qu'en tant que professionnel, jusque-là, on avait le savoir, on savait les stratégies thérapeutiques et on proposait une stratégie de soins et une stratégie thérapeutique. Et après, c'était au patient de s'en saisir, point barre, il n'y avait pas trop de discussions à avoir. Donc, tout ce cheminement m'a amené à développer une vision un peu différente, en tous les cas, qui pour moi m'a enrichie et qui m'a aussi poussé à rentrer en contact avec des patients partenaires. En plus, j'ai suivi des formations, donc j'ai suivi le master du LEPS de Bobigny, où il y avait des patients partenaires. Et puis, j'ai suivi aussi la formation au fondement du partenariat en santé avec aussi des patients partenaires, et toutes ces rencontres que j'ai pu avoir à la fois à travers les formations, mais aussi les expérimentations en région à laquelle j'ai pu participer, m'ont permis vraiment de construire une vision différente en tous les cas pour moi, de mon travail et de l'intérêt de la place des patients partenaires pour améliorer nos parcours de soins, améliorer nos prises en charge et pouvoir vraiment répondre aux besoins de la population et pas seulement à travers nos lunettes de professionnels de santé. Et c'est vrai que c'est des fois intéressant de changer de paire de lunettes. Alors, j'ai mis la marmotte parce que lors d'un exercice d'éducation thérapeutique avec un groupe qui s'appelle le Kolokov, on devait choisir notre animal totem et j'ai choisi la marmotte à ce moment-là et je trouve qu'elle me représente bien parce que c'est quelqu'un qui est sur du travail, qui mûrit, qui réfléchit, qui prend le temps de réfléchir, qui travaille vraiment pour
mettre du lien entre les gens et travailler ensemble. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui, pour moi, me définit. Et en tous les cas, c'est comme ça que je me vois dans mes fonctions actuelles. Si tu peux continuer, Fabienne. Pour la suite, donc ça a été des moments clés. Les moments clés pour moi, ça a été les rencontres et les espaces de collaboration à laquelle j'ai pu participer. C'est vraiment quelque chose qui est pour moi très riche et qui m'a permis de vraiment retrouver du sens dans mon métier. Et c'est quelque chose qui a été, au bout de plus de 20 ans de carrière, qui était important. Voilà. Je suis partie d'un constat. Pourquoi je réfléchis, je me suis penchée plus sur le partenariat. Les rencontres que j'avais à l'extérieur sur la région, je les ai confrontées un peu à ce que je rencontrais dans mon quotidien. Donc, à la fois dans la formation, parce que j'assure de la formation, dans mes missions, j'assure de la formation, à la fois dans des travaux avec les équipes. Et c'est vrai que j'avais des verbatims, des réflexions que j'entendais, qui des fois me perturbaient un petit peu, en tous les cas qui me choquaient, et qui nécessitaient pour moi de réfléchir à comment développer une culture partagée du partenariat en santé. Et donc là, vous retrouvez un peu quelques verbatims qui avaient été utilisés. Donc, dans ma vision, pour moi, de mes missions en tant que cadre de santé dans des structures sanitaires, les organisations sanitaires, c'est comment accompagner une culture partagée du partenariat en santé et comment soutenir cet engagement et ce pouvoir d'agir, alors pas que du patient, mais de tous en fait, pour travailler ensemble. Tu peux continuer. Sur les dynamiques actuelles de partenariat en santé, en tous les cas sur notre établissement du CHU. Donc, c'est à la fois des réflexions qui sont intégrées autour des pratiques professionnelles, de la formation et des raisonnements cliniques, parce que nous avons, en lien avec la future évolution de notre dossier patient informatisé, nous réfléchissons avec un cadre sup de la direction des soins sur comment sensibiliser les professionnels à tracer, en tous les cas, à donner à voir et à développer aussi une pratique pour accompagner l'engagement patient. Donc, c'est comment pouvoir le travailler avec eux. Et pour ça, on a réfléchissé à comment le tracer, dans quel outil on avait en termes d'outils de traçabilité, mais comment on le donnait à voir. Et on a souhaité impliquer des patients partenaires pour travailler sur cette notion du vécu de la prise en charge, pour pouvoir le rendre plus visible, en tous les cas, et sensibiliser les professionnels à le développer. Deuxième aspect, c'est dans la formation d'éducation thérapeutique. Quand je suis arrivée en 2019, déjà une pratique qui était présente, c'était d'intégrer systématiquement dans le groupe des professionnels formés en formation continue, d'intégrer à titre gracieux un patient partenaire que l'on formait avec nous à l'éducation thérapeutique. C'était vraiment dans cette dynamique de vouloir se travailler ensemble et apprendre à travailler ensemble. Et puis, depuis, on a intégré les patients partenaires dans la formation en tant que formateurs, dans les binômes de formateurs. Et aussi, l'année dernière, en 2021, on a intégré un nouveau module de formation continue, c'est sur le partenariat en santé que l'on mène avec Claude Dex de Savoir Patient. Mais sur ce groupe, en fait, nous avons 50% de patients partenaires ou représentants d'usagers, 50% de professionnels. Donc, on essaye d'avoir aussi cette pluralité dans les formés présents. Sur tout ce qui est maintenant l'éducation, tous les modules de formation qu'on assure au sein de l'UTEP, on essaye vraiment, maintenant on est à 80%, les formations sont menées en binôme avec un patient partenaire. Isabelle, il vous reste 2 petites minutes. 2 petites minutes. Deuxième partie, c'est qu'au niveau, mon rôle pour moi, c'est de créer du réseau, c'est de mobiliser, de partager les ressources, c'est de solliciter et de mettre en relation. Et c'est vrai que c'est des choses importantes. Deuxième exercice qu'on a mis en place sur le partenariat dans notre institution, c'est un groupe de travail pluriprofessionnel et patients partenaires et proches aidants pour opérationnaliser le partenariat. Et donc, voilà, je vous laisse continuer. Sur les freins et les leviers, donc moi sur les freins, c'est qu'on est quand même dans un contexte qui est avec des organisations un peu ancrées,
avec des organisations en silo, une dynamique managériale qui est quand même très hiérarchique, avec des enjeux de pouvoir importants, des contextes procéduraux qui sont prégnants, une résistance au changement. Et ben, c'est comment on intègre et puis aussi, c'est comment on recrute des patients partenaires qui s'inscrivent dans la dynamique d'équipe qu'on peut retrouver. Donc, c'est vraiment un défi pédagogique et managérial pour moi et c'est vraiment mon rôle, en tous les cas, je le vois comme ça, dans le partenariat. Dernier point, sur les leviers. Donc, pour moi, je profite de la prochaine certification avec les enjeux de la prochaine certification. Donc, c'est vraiment s'appuyer sur le contexte réglementaire et politique actuel. S'appuyer sur le besoin de retrouver du sens aussi, parce que ça, je pense que les professionnels, ils en ont besoin. Et sont très... Si on arrive à les faire cheminer là-dessus, c'est vrai qu'ils y trouvent beaucoup de plaisir et ils y trouvent un intérêt. Et derrière, vous arrivez à les mobiliser et à être plus pérennes. Et c'est pour moi important, c'est de créer les conditions de ces rencontres, de ces temps de collaboration, d'échange de façon bienveillante. Et c'est vraiment quelque chose qui est pour moi important, où il faut dépasser les modes de gestion de des réunions traditionnelles qui sont beaucoup très, très ancrées dans des pratiques où les enjeux de pouvoir sont un peu plus présents. Et c'est vrai que ces espaces de collaboration sont vraiment à mettre en place. Donc, mon objectif, c'est vraiment de travailler sur les environnements, qu'ils soient capacitants et innovants en termes d'organisation. Je vous laisse. Et là, dernière image qu'on avait trouvée avec un médecin, en tous les cas, que le médecin avait trouvé, que je trouve toujours très intéressante. Dans le partenariat, on n'est ni premier ni dernier, mais on est ensemble et on travaille ensemble et on est solidaires. Et c'est quelque chose qui est pour moi important. Merci pour votre écoute. Est-ce que j'ai respecté le temps, Claire? Oui, oui, oui. On a encore 1 heure, donc vous aurez le temps encore de nous partager. C'est vrai que c'était dense et riche au niveau de votre réflexion. Merci beaucoup, Isabelle. Merci. Je laisse la main à Muriel. Est-ce qu'il y a des réactions ou des questions déjà? J'invite Patients en réseau qui avaient des remarques à faire. Si Patients en réseau veut bien. Bonjour. Excusez-moi, je n'étais pas prête. Hein. Bonjour, merci de me laisser la parole. En fait, j'ai posé juste une question assez simple, parce que moi, je m'appelle Corinne Guidi. Je fais partie de Patients en réseau, mon réseau cancer gynécologique. C'est une des 4 plateformes de cet outil digital. Et en plus, je suis une slasheuse, n'ayons pas peur des mots. Donc, j'ai plusieurs métiers qui sont liés aux 2 cancers que j'ai connus et que j'ai traversés en 2007 et en 2019 avec une récidive. J'ai fait en 2020, je suis allée à l'Université des patients en 2020 et je suis devenue patiente partenaire. Alors, je ne suis pas là pour raconter ce que j'ai fait, mais juste pour vous rebondir sur ma question, c'était en fait, on a des projets en tant que patient partenaire, comme la première intervenante l'a dit, c'était Nathalie, je crois, si je ne me trompe pas, et a dit qu'il y avait en fait, on est obligé plus ou moins d'avoir un projet pour rentrer à l'UDP. J'avais mon projet, je suis rentrée. Maintenant, j'aimerais bien le développer, mais entre-temps, en fait, j'ai plusieurs métiers, mais comme c'est des petits bouts de métier, ça ne me fait pas tellement vivre. Et j'avais voulu faire au moins avoir 1 ou 2 journées en établissement de soins pour utiliser mes compétences et mes expertises de patiente et les mettre à disposition d'autres patients qui ont traversé ou qui traversent cette maladie. Malheureusement, donc comme j'ai mis dans le chat, malheureusement, c'est le bénévolat qui prédomine. On nous a dit, oui, écoutez, alors je ne parlerai pas de l'établissement pour ne pas faire de la mauvaise publicité, parce que c'est un établissement génial, mais ce côté-là, me gêne un petit peu. Parce que c'est vrai que ça chamboule beaucoup les habitudes. C'est vrai que y a la hiérarchie, donc je rebondis tout à fait sur l'avant-dernier slide qui a été montré, c'est que la hiérarchie, ça reste comme assez rigide dans les établissements de soins et que le patient, comme disait Nathalie aussi, donc vraiment je reprends tout ce que vous avez dit qui était très riche et qui résonne en moi.
que en fait, le patient n'est pas forcément légitime parce qu'il est ancien patient. Qu'est-ce qu'il vient faire dans le monde des soignants? On n'a pas notre place. Ça reste quand même très difficile. Pourtant, je suis en Île-de-France, j'imaginais qu'il y aurait eu plus de places en Île-de-France. Et ben, justement, je suis très étonnée de voir, après toutes mes recherches, que Montpellier, Toulouse, enfin, il y a plusieurs villes que j'ai retrouvées, Bordeaux, sont des villes où il y a beaucoup plus d'attention pour le patient partenaire que d'autres villes. Donc voilà, c'était pour dire ça. Parce que, désolée, j'ai pris la parole un peu longuement, mais c'était juste pour amener, pour dire déjà merci à tous vos commentaires qui ont été très intéressants et vraiment, je me retrouve à 1000% dans ce que vous dites. Mais c'est surtout, est-ce que nous, en tant que patient partenaire, on peut faire notre place dans le monde des soignants? Est-ce qu'on peut être rémunéré? Puisque quand on a vécu des maladies, la rémunération qu'on a et ce qu'on vit, ce n'est pas toujours facile, hein. Surtout quand on est seul. Moi, je suis seule, je n'ai pas d'autres salaires, enfin, je n'ai pas un deuxième salaire à la maison. Donc, la vie n'est pas simple et on n'est pas forcément légitime. Mais comment creuser ça? Est-ce qu'on est obligé d'inventer, d'être toujours dans l'innovation, d'inventer quelque chose d'extraordinaire pour faire un trou? Ça reste un petit peu compliqué. Donc, voilà, merci de m'avoir écouté. Je coupe mon micro. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Cette question de la professionnalisation est très souvent dans nos échanges. Enfin, on ne l'a pas eu trop les 2 dernières fois, mais c'est vrai que c'est un débat qui vaut la peine d'être soulevé, hein, la question de la professionnalisation et surtout du statut de ce patient partenaire. Et tant que quelque chose n'a pas été décidé, j'ai l'impression, dans les sphères au-dessus, on est à innover et à inventer effectivement des formes de rémunération, de rétribution, et toujours en négociation, j'allais dire, avec les structures qui font appel aux patients partenaires. Je ne sais pas si certains parmi vous, alors soit une de nos intervenantes ou Est-ce que d'autres. je peux faire Est-ce que du coup, parce qu'en fait, je suis un petit peu concernée. Bien j'ai sûr. oublié votre prénom parce que moi aussi, cognitivement, je ne suis pas au top. C'est quoi votre prénom? Sophie, je crois. Corinne. Ok. En fait, Corinne, moi, j'ai la chance d'être embauchée par la PHP. Voilà. Moi, je suis embauchée à mi-temps et je suis embauchée après une professionnalisation pour ma part qui est quand même depuis 2015, où j'ai commencé par être salariée d'association de patients, en fait. Voilà. Moi, c'est comme ça que je me suis professionnalisée, pas vraiment par l'angle partenariat. Et il y a un vrai enjeu. Ce que je peux vous dire pour l'instant, c'est que la PHP commence à peine à vraiment se structurer, ne serait-ce que pour développer, par exemple, des outils pour favoriser ce partenariat, donc par exemple des chartes de participation, ou, enfin voilà. Moi, là où je travaille dans mon CHU, je travaille spécifiquement sur l'éducation thérapeutique. Pour l'instant, j'ai repéré 3 patients partenaires, en fait. Voilà. Et culturellement, en fait, il y a des fois où je sens une volonté et on ne sait pas faire, en fait, mais il y a des fois où je sens que culturellement, ce n'est pas non plus ça. Donc, on est vraiment malheureusement, effectivement, dans l'innovation. Et pour ce qui est effectivement de la rétribution, moi, mon travail, c'est de faire en sorte que les patients participent davantage comme opérateurs de l'ETP. La rémunération, ça n'a même pas été évoqué une seule fois. Moi, j'en parle, en fait, mais ça fait 6 mois que je suis là et enfin, pour l'instant, c'est un non-sujet. Donc, et je reconnais que c'est un peu difficile parce que du coup, enfin, moi, par ailleurs, je suis aussi à mi-temps et je gère aussi mes propres problèmes avec un travail. Je suis bac+5 et je ne dis même pas comment je suis rémunérée parce que c'est juste honteux. Mais bon, c'est quelque chose que j'ai accepté. J'ai quand même un poste, c'est déjà bien. Mais par exemple, c'est beaucoup moins que quand j'étais coordinatrice associative et encore moins que le métier que je faisais avant. Mais effectivement, je pense qu'il y a quelque chose à construire en fait pour porter ça. Et avec, en parallèle, malheureusement, je prends sa place aujourd'hui parce qu'elle n'est pas disponible, des médiateurs de santé pair dans les maladies mentales, en fait, qui, eux, sont rémunérés, ont des postes avec des compétences
compétences, ont une formation aussi qui leur donne une licence. Voilà, donc voilà, j'espère que ça va se développer. Et je suis désolée, Corinne, que ça soit difficile. Merci Muriel pour ton témoignage. Je me demandais si Isabelle Eglam, vous vouliez rebondir parce que vous êtes au sein d'une UTEP et donc cette question de la rémunération ou de la rétribution de patients partenaires doit quand même se poser de façon concrète. Tout à fait, elle se pose de façon concrète. Alors, on est entre deux éléments. Donc, moi, je fais partie d'une structure hospitalière publique qui est soumise à des règles budgétaires avec des lignes budgétaires. Et c'est quelque chose de nouveau, les patients partenaires. Il n'y a pas de fiche métier, il n'y a pas de ligne budgétaire. Le financement de l'éducation thérapeutique, c'est par des fonds FIR que vous avez a posteriori, donc l'année suivante, pas l'année en cours, pas l'année où vous faites l'activité. Donc, c'est de l'argent qui arrive après et qui n'est pas pérenne. Donc, comment financer des temps de patients partenaires? Donc, ça, pour le moment, ça n'a jamais été, ça a été posé. Hein, c'est des questions qui sont posées, hein, que l'UTEP, en tous les cas, et je pense de nombreuses UTEP, font remonter auprès de leur institution. Mais voilà, pour le moment, ce n'est pas le cas. J'ai eu une demande très récemment, donc c'est vrai qu'on est reparti un peu à la recherche d'informations sur ce qui se faisait. Donc, moi, je sais que sur la région, en tous les cas, sur le côté Languedoc-Roussillon, pour le moment, j'ai trouvé une seule structure qui rémunère le patient partenaire, une seule. Alors, que pour les programmes qui sont faits en plus en externe, parce que ce sont les programmes qui ramènent de l'argent des fonds FIR. Voilà. Donc, ce n'est pas le cas, en tous les cas, moi, sur mon établissement. La seule chose qu'on a pu faire, mais c'est aussi en lien avec le partenariat en santé et les projets de développer le partenariat en santé, c'est de pouvoir dédommager les frais de transport. Donc, maintenant, tous les patients partenaires qui intègrent, alors qui participent à des projets institutionnels, que ça soit dans l'éducation thérapeutique, dans le partenariat en santé, dans la recherche, parce que hier, exemple, j'avais une réunion avec deux patients partenaires et une équipe médicale qui veut travailler sur un projet de recherche avec des patients partenaires. Donc là, tous ces frais de transport, maintenant, on a pu, depuis l'année dernière, fin d'année dernière, hein, fin 2021, avoir un remboursement, en tous les cas, un dédommagement des frais de transport. Ça, c'est pour les activités de ce type. Après, quand on est sur de la formation, là, les patients partenaires qui sont intégrés en tant que formateurs le sont payés de la même façon que les formateurs occasionnels que sont les professionnels. Parce que les professionnels qui font de la formation, qui assurent de la formation sur leur temps perso sont rémunérés et les patients sont rémunérés de la même façon. Voilà, la situation actuelle. C'est très positif quand même qu'il y ait cette égalité, cette reconnaissance à patients soignants en quelque sorte. Hein, pour moi, ils ont l'expertise en éducation thérapeutique. Ils sont tous, hein, les patients partenaires qui participent à la formation ont un parcours à la fois personnel, mais aussi un parcours de formation, de diplôme qui permet d'être reconnu de la même façon que les professionnels qui intègrent l'équipe de formateurs, qui est aussi formée, qui doit être aussi formée à l'éducation thérapeutique. Je crois que Sylvie avait levé la main et avait envie de nous partager une expérience sur ce sujet. Oui, bonjour à tous. Du coup, moi, je suis Sylvie Montboussin et je suis sur la région Bretagne et j'interviens au CHU de Rennes. Et donc, on a mis en place, je pensais par rapport à tout ce qui a été dit, c'est un message d'espoir. Petit à petit, ça avance. Donc, il y a eu une expérience qui a été menée par... il y a eu un groupe de travail ARS, IREPS. Et donc, l'ARS a débloqué un budget pour mener une expérimentation sur le patient partenaire, donc en UTEP, et justement sur le coût du patient partenaire, combien coûterait un patient partenaire s'ils étaient rémunérés.
Donc, ce qui va déjà être fait et qui me paraît normal, c'est déjà dédommager tous les patients partenaires qui interviennent sur les programmes. On va aussi proposer, alors, et du coup, il y a un patient partenaire qui a été choisi, entre autres, c'est moi. Et donc, on va proposer des petits temps de rencontres, de formation avec les soignants qui travaillent sur les programmes ETP pour faire de l'interservice. Et puis, on va aussi proposer des rencontres avec tous les patients partenaires qui ont été identifiés par les équipes et qui n'interviennent pas forcément dans les programmes pour X raisons. Donc voilà, le CHU a aussi intégré dans la formation des 40 heures, 1 ou 2 patients à titre gracieux, c'est-à-dire que les patients bénéficient de la formation gratuite. Et puis, pour rebondir sur la formation, donc j'interviens aussi en co-animation sur la formation avec des soignants. Et donc, comme ça a déjà été dit, je confirme que moi aussi, je suis rémunérée au même titre que les professionnels de santé qui interviennent. Donc, alors, je suis tout à fait d'accord avec tout ce qui a été partagé. Ça reste des emplois très précaires. Mais en tout cas, moi, dans ma région, j'ai vraiment le sentiment que petit à petit, ça avance. Et là, moi, j'étais vraiment très contente de cette expérimentation, hein. Donc, l'expérimentation, elle est montée à la fois, elle va être à la fois sur un CHU et sur une plateforme territoriale dans une région, dans un autre département. Donc, voilà ce que j'avais envie de partager par rapport à tout ce qui a été dit. Merci Sylvie, merci. C'est quand même très, très enthousiasmant effectivement d'avoir des retours d'expérience concrets où il y a des choses qui sont mises en place par les établissements ou les associations ou les regroupements pour reconnaître et rémunérer les patients qui interviennent. Alors, je passe la main à Laurie qui a levé la main. Merci Claire. Corinne, du coup, on se connaît, hein, bien évidemment, de notre DU commun. Donc, tu connais mon histoire. Moi, je suis consultante au sein du Centre Léon Bérard, donc en tant que patient partenaire. Donc, c'est déjà un titre qui, pour moi, me rend hyper fière parce que je mets en place, ma mission est de mettre en place le partenariat patient au sein du CLB, donc de reprendre les différents parcours de soins, les 13 parcours de soins du centre et de voir à quel moment est-ce qu'on peut intégrer des patients partenaires. Par contre, la politique du CLB, c'est pour la pérédance, c'est de faire appel aux associations et aux bénévoles pour, à terme, créer ce groupe de patients qui pourraient intervenir en fonction de leur disponibilité au sein de l'établissement. Par contre, alors, du coup, l'impression que j'en ai, c'est pour être rémunéré, il faut effectivement être dans un projet de mise en place du partenariat patient, soit en tant que coordinatrice, soit en tant que… Moi, j'ai la chance d'avoir un passé en lien avec le pilotage de projet, la gestion de projet. Donc, c'est aussi avec cette casquette qui m'ont sollicité, et je le redis, hein, j'en suis super fière. Et pleine de gratitude aussi, c'est aussi ça. Et même à terme, s'ils veulent mettre en place un coordinateur au sein de l'établissement, ils m'ont clairement dit qu'ils prendraient quelqu'un en interne et que ça ne serait pas un patient partenaire, donc utiliser un poste, une personne en poste pour allouer du temps pour la coordination de patients partenaires. Donc, sur la pérédance, j'ai l'impression qu'effectivement, on veut s'appuyer sur les associations dans l'optique de leur donner de la visibilité au sein de l'établissement. Et même, ils vont plus loin, vouloir créer une association de patients au sein du centre pour pouvoir solliciter un maximum de patients. Parce que pour certaines pathologies, il est plus simple, plus ou moins facile de trouver des patients qui souhaiteraient intervenir. Mon autre casquette, c'est que j'interviens dans un groupe de travail auprès de la Cancéropole de Lyon
Et donc, ce groupe de travail, là, l'appel à projet, c'est en lien avec le partenariat patient et les séquelles. Donc, c'est aussi un super sujet, donc de la recherche. Et là, par contre, on se fait une grille de questions à poser au sein des chercheurs et des chefs de projet de ces projets. Et la question est de demander si effectivement un défrayement est demandé et envisagé pour les patients qui interviendraient au même nom que les chercheurs dans ce projet-là. On veut s'assurer que finalement, on est dans la co-construction et non dans l'utilisation de cobayes en lien avec, utiliser finalement les patients par leur pathologie, mais c'est plutôt co-construire avec eux-mêmes tout au début du projet de recherche. Et on va même plus loin en demandant s'il y a des fragments, tant mieux, mais est-ce qu'il y aura une ligne budgétaire allouée à ce patient partenaire au sein de l'appel à projet dédié. Donc, sur la recherche, j'ai l'impression que ça avance aussi plutôt dans le bon sens. Et le dernier point, c'est l'aspect formation. Donc, ma deuxième mission au sein du Centre Léon-Bérard, c'est de prendre les parcours de soins, mais aussi de prendre toutes les formations internes à destination des soignants et de voir si il est possible d'intégrer un témoignage patient ou vraiment une session dédiée aux patients qui interviendra sur une thématique particulière. Et je pense effectivement sur cet aspect-là, je crois que c'est vous Isabelle qui en avez parlé, que le patient devrait être au même niveau, au même titre qu'un soignant qui intervient également dans ce genre d'intervention. Et le Centre Léon-Bérard est friand aussi du consulting, donc de l'auto-entrepreneur. Et ça aussi, je pense que c'est des choses qui, si on a possibilité de facturer des ateliers ou des choses comme ça, c'est aussi intéressant. Après, on va en voir en fonction des besoins et des moyens de chacun. Et je termine juste effectivement sur les ARS. On est à l'ARS de Lyon, enfin dans le Rhône, pour le coup, elle n'est pas... Le sujet du cancer, du partenariat aux patients, ce n'est pas leur priorité. Par contre, la Nouvelle-Aquitaine, l'Occitanie, le Grand Est, effectivement, ils sont de plus en plus à faire des appels à projets, à financer du coup des postes de patients partenaires. Je pense à l'Institut Lisa à Bordeaux, donc Sabine Dutheil, qui, elle, son poste est financé pendant 18 mois par l'ARS et 18 mois par l'établissement, en tant que, du coup, patient partenaire et vraiment de la pérédance pure et dure. Voilà, c'était mon petit tour d'horizon de ce qui se faisait dans notre région et de ma propre expérience. Merci Laurie. Vas-y Muriel, tu avais levé la main. Oui, j'avais une question pour Nathalie Dier, parce que justement, par rapport à son parcours, en fait, elle parlait d'ateliers de construction d'ateliers de TP auprès de la Ligue. Est-ce que ces actions ont pu être rémunérées? Voilà, une question peut-être un peu plus générale sur effectivement l'acteur associatif comme intermédiaire, parce qu'effectivement, on le voit bien avec Isabelle, c'est compliqué dans les structures de soins. Alors non, moi je ne suis pas rémunérée par la Ligue. Alors les Hautes-Alpes, c'est le plus petit comité départemental de France. Donc les finances, c'est 0. Pour autant, quand j'ai démarré, je trouvais que c'était légitime parce que c'est le seul partenaire autour du cancer sur le territoire. Et donc, je trouvais que c'était légitime de rentrer par cette porte-là vis-à-vis des patientes. Et puis, parce que, voilà, à l'époque, quand j'ai démarré, j'étais juste au début de mon cursus de formation. Et donc, je trouvais que c'était plus juste de passer par la Ligue. Mais on va dire que je modère beaucoup maintenant mes applications. Au départ, c'était… alors, mes ateliers, c'est un cursus de 4 dates.
une date où les patientes, c'est un groupe qui est fermé, hein, bon, je dis des patientes, mais il y a eu des patients, maximum 8 personnes se rencontrent, se présentent, où je présente quels vont être le contenu, etc. Puis après, sur les autres dates, je les fais cheminer sur différents thèmes, sur connaître la mémoire, comment je sollicite ma mémoire, qu'est-ce qui m'aide, etc. Donc, il y a vraiment ce pack de 4 dates. Et au départ, l'idée de la Ligue, c'était que je fasse des ateliers tous les mois. Sauf que moi, comme je vous l'ai dit au départ, je suis à temps complet. J'interviens comme bénévole. J'ai monté mes ateliers, j'ai acheté des livres, j'ai acheté des supports, etc., avec mes deniers personnels, donc qui restent ma propriété. Du coup, là où vraiment je suis plus sollicitée, je leur ai dit non, ça sera une fois par trimestre, pas plus, parce que voilà, le bénévolat a ses limites. Ne serait-ce qu'en termes de temps. Moi, je travaille 4 jours et demi et la demi-journée que j'ai de libre, je la passais à la Ligue. Donc, voilà. D'autant qu'à l'issue de ma création d'atelier, à la fin du premier groupe, les patientes ont dit nous, on voudrait bien continuer à se réunir, pouvoir se rencontrer, progresser, continuer à avancer dans les projets. Donc, j'ai proposé un atelier complémentaire auquel n'accèdent que les femmes et hommes qui ont été formés initialement, parce que je trouve que c'est important d'avoir les outils aussi pour pouvoir suivre et avancer dans ce bénévolat-là. Voilà. Et après, bien sûr, la Ligue, j'ai été sollicitée par d'autres ligues qui, quand la publicité a été faite de ma participation, sont venus vers moi ou vers la Ligue en disant c'est super, il faut que vous veniez former les animateurs de chez nous à pouvoir mener des ateliers. Donc, c'est hyper intéressant, hein. Moi, j'adore la formation. J'en ai fait dans le cadre de mon métier, etc. Mais en même temps, il y a plusieurs questions qui se posent et on retombe sur la légitimité. Est-ce que c'est vraiment à ma place de faire ça? Est-ce qu'un neuropsychologue, un ergothérapeute, un orthophoniste, voilà. Et puis, non, mais parce que il y a eu des choses graves quand même, hein. On m'a accusé de mettre la vie des patients en danger, hein. Il y a un neuropsychologue qui m'a accusé de mettre la vie des patients en danger, de voler son travail, que c'était très, très grave ce que la Ligue laissait faire, etc. Et donc, chaque fois que j'ai eu des sollicitations vis-à-vis de la Ligue, moi, je leur ai dit, tant que je n'aurai pas une certification par la Ligue pour pouvoir être formateur d'autres accompagnants, je ne le ferai pas. Et donc, ça fait plusieurs mois que je les sollicite là-dessus et pour l'instant, je n'ai pas de retour parce que je ne suis pas formée à être formatrice. Je n'ai pas un organisme de formation, je ne suis pas organisme de formation déjà. Et donc, voilà, il y a un peu tout ça. Et pour finir sur le bénévolat, parce que c'est aussi à ça que je voulais arriver, du coup, la Ligue, ils ont vu que j'étais volontaire, bénévole, et que je suis jeune, alors que la plupart des bénévoles sont beaucoup plus âgés. Ça serait bien si vous pouviez vous impliquer comme patient ressources. Ça serait bien si vous pouviez vous impliquer comme… Voilà, donc le patient ressources, c'est 2 ans de formation, et c'est ça. Et c'est tout pareil, hein. C'est sur votre temps libre, vos deniers, voilà. Donc, du coup, au départ, ça m'intéressait parce que ça m'intéressait pour moi, pour m'enrichir, pour acquérir un petit peu plus de compétences aussi pour accompagner d'autres patients. Et j'ai dit non, parce que j'ai aussi appris à dire non, parce qu'il y a un moment, voilà, moi aussi, on a eu cette conversation avec Savoir Patient, plusieurs patientes là, qui ont fait les formations ces derniers 18 mois. Et je trouve qu'il y a de plus en plus de patients autour de nous qui sont en limite d'être en burn-out de patients, dans leur bénévolat, dans l'énergie qu'ils mettent, dans le temps qu'ils donnent. Pas tout le monde sur du temps libre, mais certains aussi sur du temps libre. Et on l'a très bien vu, Sandrine l'a dit tout à l'heure, elle va payer son billet de train, elle va payer son déplacement, elle va payer… Non, mais il y a un moment, voilà, il faut arrêter. Les patients ne sont pas, entre guillemets, des vaches à lait, ne sont pas là pour prendre la place des autres. Et s'ils sont là dans la participation, ils doivent avoir une prise en charge comme les autres. Voilà, ça, c'est mon point de vue. Voilà. Merci Nathalie pour ce coup de poing sur la table rondement mené. Je laisse la parole à Maggie et ensuite je pense que Laura pourrait nous partager ce dont elle a parlé dans le chat un petit peu. Mais vas-y Maggie. Moi je sais pas, j'en connais certaines, pas toutes. Donc moi je suis Maggie Del Rio, je suis patiente partenaire coordinatrice à l'Institut du cancer de Montpellier depuis quelques mois. Donc, j'ai en charge un peu comme Laurie de mettre en place, d'organiser le partenariat patient, de voir quels sont les besoins, quelles sont les ressources, etc. Bon, et je rejoins Nathalie sur le fait qu'il faut savoir dire non. Et que je pense qu'il y a beaucoup de patients partenaires qui, pour faire leur boulot de patient partenaire, disent oui trop facilement.
Après, moi, j'ai été bénévole depuis 5 ans. J'ai fait plein de choses à l'ICM, justement pour connaître et me faire connaître et me rendre, pas indispensable, mais voilà. Et je joue beaucoup, comme disait Isabelle Aiglin, sur la certification. J'ai beaucoup joué là-dessus en disant que j'aurais besoin de patients partenaires en montrant les dernières recommandations de l'HAS ou les recommandations d'Unicancer maintenant, où il y a vraiment le patient partenaire partout. Et quand ils ont voulu m'embaucher, quand ils ont voulu que je travaille, j'ai dit oui, mais moi, je ne travaille pas gratuitement. Donc, je suis consultante, je suis auto-entrepreneur et consultante parce qu'il se trouve que je suis déjà chercheur chez eux et qu'ils ne pouvaient pas embaucher la même personne sur 2 postes différents. Ça changera peut-être quand j'arrêterai mon côté chercheur. Et je pense aussi que, voilà, il faut avoir de la patience, il faut y aller, il faut avancer, il faut se faire connaître. Mais après, à un moment, il faut dire non, moi, si je fais ça, je suis rémunérée. Pour des programmes ETP, moi, j'ai toujours dit, si je fais dans la préparation des programmes ETP, je ne me fais pas payer, mais si je co-anime un atelier ETP, je vais être payée comme l'ARS paye pour les programmes ETP, puisque je fais partie d'un programme de TP ARS Occitanie qui a été monté justement par une patiente partenaire et une infirmière, auquel aussi Nathalie participe. Et là, le salaire, c'est 50 € de l'heure par heure de formation ETP. Donc maintenant, moi, je me fixe là-dessus pour tous les ateliers ETP que j'animerai, excepté ce que je fais dans le cadre de mon travail à l'ICM, je ne le ferai pas si je ne suis pas rémunérée. Et les mentalités changent, puisque moi, l'autre jour, j'ai été sollicitée pour une formation IPA, ces infirmières pratiques avancées. Je n'ai même pas eu besoin de demander à être rémunérée. On me l'a proposé directement. Donc, voilà, donc à des moments, voilà. Et je voulais aussi dire que ça avance. Parce que moi, hier, j'étais à un programme intersyrique en SHS, une journée intersyrique, et il y a eu quand même 2 ou 3 donc, sur la démocratie en santé, le patient empowerment, etc. Donc, et les professionnels, ils étaient pendant. Et ce qu'il y a à faire, c'est ça, pour moi, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de communication. Et à un moment, avoir des indicateurs qui montrent la plus-value des patients partenaires. Il va falloir qu'on puisse publier là-dessus. Et j'espère, moi, enfin, je trouve que ça avance doucement, mais que ça avance. Voilà. Merci Maggie, merci. Laura, je te laisse. Oui, bonjour. Vous m'entendez, j'espère? Oui. Merci. Je suis Laura Arnal, je suis coach en santé en freelance au sujet de la maladie de Lyme. Et j'ai été formée à l'UDP avec Savoir Patient. Je continue à me former à l'Université de Montréal sur les fondements du partenariat. Et ma remarque, c'était au sujet de l'argent, en fait, c'est un peu comme si, parce qu'on est patient, on doit donner toute notre expertise de la vie avec la maladie, et plus encore, bénévolement à la société, qui, elle, m'a aidé à rester en vie. Et c'est souvent une sensation que j'ai, et je voudrais vous la partager parce que je pense que ça vient du fait qu'on est victime du système. La santé, c'est gratuit. Et la santé, dans la tête notamment des Français, alors moi j'habite en Allemagne et c'est un peu différent, le modèle de base c'est ça, c'est les soins sont gratuits. Du coup, il n'y a pas de raison pour tout un chacun, pour un patient en tout cas, de pas recevoir des soins gratuits. Et du coup, on n'est pas dans le système en fait en tant que patient partenaire, d'où la difficulté de nous faire entrer. J'ai une petite anecdote à vous raconter. J'ai discuté avec un médecin spécialiste de Lyme à qui je lui disais il faudrait mettre en place des séances de TP pour Lyme. Et il m'a dit, bah, en fait, à fond, je suis à fond, je suis à fond. Mais en fait, vous n'êtes pas psychologue, parce que si vous êtes psychologue, j'ai de quoi vous embaucher tout de suite. Mais alors, patient partenaire, rien du tout. Voilà. Donc, ça montre bien qu'on a beaucoup de choses à faire là-dedans. Donc, tout ce que vous faites là, à former des gens, à nous intégrer en tant que patient partenaire dans la formation, eh ben, en fait, ça fait comprendre aux gens et aux jeunes et aux professionnels de la santé combien c'est utile et important. Et moi, je suis aussi convaincue qu'il y a une autre piste qui est largement à creuser, qui n'est pas encore assez creusée, ce sont les mutuelles. Parce que les mutuelles, un jour, elles vont certainement comprendre qu'elles vont faire des économies en utilisant les savoirs
non seulement de la maladie, mais de l'expérience de la maladie et autres, du vécu des patients qui se professionnalisent. Et pour finir, pour moi, être un patient partenaire, c'est un peu comme être un étranger à l'étranger. C'est-à-dire que, par exemple, quand je suis arrivée en Allemagne, bah, en fait, j'ai remarqué un truc, c'est qu'il faut qu'on s'adapte, qu'on soit irréprochable dans un autre univers, qu'on apprenne la langue de l'autre univers, qu'on critique pas l'autre, en fait, qu'on se tienne bien, en fait, pour être reconnu et accepté comme un des leurs. Bah, c'est un peu ça, en fait. C'était mon petit partage allemand. Merci pour cette métaphore tout à fait judicieuse. Je me demandais si, Sandrine, toi, par rapport à cette question de la rémunération, de la reconnaissance du patient, comment ça se passait pour tes interventions? Même si je le sais très bien, mais… Alors, dans les instituts de formation des métiers de la santé où j'interviens, que ce soit Albi, Tarbes, Toulouse, Rodez, je crois aussi, ils ont le même tarif, c'est 27 € de l'heure. Et ils ne prennent pas en charge les frais de transport, ils ne prennent pas en charge les frais de péage et ils ne prennent pas en charge le travail de préparation de l'intervention. Voilà, c'est simplement l'heure effectuée. Après, j'ai eu l'occasion d'intervenir en master de santé. Donc là, c'est à l'université. Là, c'est payé 41 € de l'heure. Alors, comme c'était à Toulouse même et que j'habite Toulouse, il n'y a pas de frais de transport ni d'heures de préparation de cours. Et après, là, j'interviens en EHPAD. Et par contre, là, c'est moi qui ai fixé mon tarif et je ne l'ai pas fixé beaucoup parce que c'est à 600 mètres de chez moi, moins d'1 kilomètre. Donc, voilà, c'est 100 € et je fais 1h30. Voilà, mais en fait, tous les bénéfices vont à mon association. Voilà, je ne suis pas déclarée, je ne suis pas, comment dirais, auto-entrepreneuse. Je ne suis, voilà, c'est Amiplégique, c'est l'association qui encaisse mes interventions. Et ça fait fonctionner mon assos. Voilà. Peut-être qu'un jour, ça changera, je ne sais pas, mais voilà, je ne me pose pas la question. Parce que j'ai un travail à côté, je suis fonctionnaire, j'ai la chance d'être fonctionnaire, donc j'ai mon salaire. Et donc voilà. Merci Sandrine pour ce complément d'information. Est-ce que quelqu'un d'autre, je ne sais pas, Muriel, tu vois des chats intéressants? J'ai l'impression que c'est très actif là, côté chat aujourd'hui. Alors, il y avait Jean-Baptiste Marot qui revenait sur l'action de France Asso Santé envers la plateforme des patients partenaires. Si tu veux, je te tutoie, si tu veux intervenir sur ce sujet. Voilà, sinon… Oui, il n'y a pas de souci. Moi, j'ai trouvé que cette attaque gratuite, je vais appeler ça comme ça, qu'ils ont fait, parce que bon, moi, je suis inscrit sur cette plateforme et je travaille avec cette plateforme depuis sa création. Moi, je le fais pour l'instant bénévolement, mais je compte une fois mes études terminées, puisque j'ai fait le DU, se forme en partenariat patient-soignant, et cette année, je fais le DU sur l'ETP. Donc, une fois ma formation terminée, je comptais me faire rémunérer. La France Asso Santé, en fait, a tout simplement attaqué la plateforme sans savoir, parce que toutes les personnes qui ont été recrutées, pour beaucoup, c'était des gens de ma promo, donc il y avait une formation, qui avait minimum une dizaine d'années de vécu avec la maladie derrière eux. Et ça n'a pas été du recrutement, ouais, toi, est-ce que tu veux faire? Vas-y, viens. Ça a été vraiment assez pointueux comme recrutement. Donc, ils ont attaqué sans vraiment savoir. Et surtout, ils ont pris pour cible une personne qu'ils ont carrément nommée, ils ont carrément montré sa photo, ils ont montré où ils habitaient. Enfin, voilà. Cette personne, c'était une personne de ma promo. Et au jour d'aujourd'hui, ça lui cause des torts dans sa vie de patiente expert.
Elle a des portes qui se ferment parce que France Asso Santé l'a montré un peu comme la bête noire. Donc voilà, en fait, on essaye de trouver une manière de faire valoir nos diplômes, de faire valoir notre apprentissage et notre vécu en tant que patient expert. Et vu que dans les hôpitaux, ça marche pas bien parce qu'on n'est pas payé, on essaye de trouver d'autres moyens d'être payé. Et ça va passer par plusieurs actes différents. Enfin, on est en recherche et moi, je trouve, enfin, pour moi, c'est vraiment intolérable de la part d'une association de patients, justement, d'attaquer des patients comme ça sans savoir, sans s'être renseigné auparavant sur les choses, quoi. C'est tout. Merci Jean-Baptiste. Je ne suis pas sûre d'avoir tout compris l'histoire, mais bon, c'est pas très important sur le fond. Muriel, tu voulais réagir? Oui, enfin, je ne suis pas sûre que France Asso Santé ait nommément attaqué quelqu'un. Moi, en l'occurrence, j'ai participé autour de la dénonciation de cette plateforme, pas parce qu'elle permet, et je reste persuadée que France Asso Santé, en fait, n'est pas contre la rémunération des patients partenaires. Mais par contre, moi, il y a un enjeu qui pose question et qui est, enfin, sur lequel, en fait, je pense que tous les acteurs ne s'accorderont pas. Moi, je suis contre, en fait, que le patient partenaire soit rémunéré par un autre patient, en fait. Je suis contre cette pratique et je pense que France Asso Santé est contre cette pratique aussi, dans le sens où ça veut dire que on va rémunérer, en fait, des patients pairs. Si on le peut, tant mieux. Si on ne le peut pas, on ne bénéficiera pas de ces patients pairs. Et moi, ça me pose beaucoup de problèmes éthiques parce que pour moi, ce dispositif, il doit bénéficier à tous. Après, je reconnais que quand on est patient pair, qu'on s'est formé, qu'on est allé à l'université des patients, qu'on fait partie de groupes de travail, qu'on a développé des actions, on a droit à une rémunération. Mais voilà. Mais pour moi, elle ne peut pas se faire en créant ce qu'on appelle des inégalités sociales de santé, c'est-à-dire accroître les différences entre les plus riches qui peuvent bénéficier d'un service et les plus pauvres qui n'en bénéficient pas, en fait. Voilà. Et l'enjeu aussi, et c'est vraiment un enjeu sur lequel il faut qu'on travaille, c'est que ces accompagnements se font aussi dans des systèmes qui sont parfois préjudiciables aux patients. Enfin, voilà, on peut par exemple avoir un accompagnement très fort dans un service qui est un service maltraitant. Et si cet accompagnement se fait de pair à pair entre deux patients et qu'il n'y a pas en fait de capitalisation de ce qui se dit, de dénonciation en fait des dysfonctionnements du service, de choses aussi qui peuvent émerger même au niveau national en fait sur des enjeux spécifiques à des maladies, par exemple le cancer, des nécessités d'accompagnement, des choses en fait que le patient père verra en fait. Pour moi, ça me semble aussi quelque chose qui est un peu dommageable, en fait, qui est un peu dommage. Donc, je ne suis pas pour que les patients pairs soient des patients qui soient fondamentalement des patients qui viennent de l'associatif, mais je suis pour qu'il y ait de plus en plus une réflexion, en fait, pour capitaliser ces actions, en fait, sur le terrain, pour en rendre quelque chose qui améliore le système de santé. Voilà. Merci, merci Muriel de préciser cette question, même si j'ai l'impression que ça sort un petit peu du champ de notre thème d'aujourd'hui. On n'arrive pas loin de la fin, là, il nous reste une dizaine de minutes. Fabienne, je crois que tu voulais dire quelque chose. Oui, je voulais juste un petit peu compléter. Merci à tous pour vos éclairages, vos perspectives, vos informations par rapport à la super question de Corinne qui nous a fait une question tout le rendez-vous PEPS, et remercier encore toutes les intervenantes. Donc effectivement, je ne sais pas si la question c'est de dire qu'il faut faire sa place ou voilà, de se plaindre qu'on n'est pas légitime. Je pense que les choses bougent, qu'il y a des professionnels de santé comme Isabelle qui perçoivent totalement l'apport des patients partenaires dans le parcours de soins des patients, donc l'importance de les intégrer dans le parcours et dans les établissements.
Et c'est clair aussi que les associations ont leur rôle à jouer là-dedans. Clairement, aujourd'hui, en ETP, rares sont les patients ressources formés qui sont rémunérés. Il y en a quelques-uns, mais ça reste encore rare. Et je pense que là, on touche aussi au problème de la rémunération de l'ETP en général. C'est ce qu'on vit en tant que patient partenaire, c'est vrai aussi pour les intervenants APA ou des sophrologues, voilà, d'autres métiers qui ne sont pas non plus rémunérés. Donc, que le passage par le biais des associations est une solution. On le voit, des conventions entre établissements et associations, et les associations qui après rémunèrent leurs patients. Alors après, problématique pour les associations de trouver des fonds aussi, hein. On en revient toujours au même sujet. On voit aussi, clairement, hein, la professionnalisation des patients dans les établissements, c'est pas simple, mais c'est en cours aussi avec les médiateurs santé pairs ou les accompagnants en cancéro. Donc, je pense qu'au fil du temps, on va venir. Dans la formation, c'est clairement, pour ceux qui veulent se lancer là-dedans, le domaine où c'est le plus facile d'avoir une action professionnalisée et rémunérée, que ce soit dans le public comme dans le privé. Donc, Laurie a parlé un petit peu de la recherche, et Maggie aussi. C'est aussi un secteur qui s'ouvre à la professionnalisation des patients par l'intermédiaire des assos ou sans leur intermédiaire. On a un tout petit peu abordé la question de l'innovation, mais je pense aussi que toutes les startups innovantes dans le domaine de la santé peuvent complètement travailler avec des patients partenaires dans leur équipe. J'ai cette expérience-là et on est plusieurs à l'avoir. Et donc, vous avez cité, bon, c'est un peu spécial, Tomo, la plateforme des patients en ligne, mais ça pourra faire l'objet d'un autre sujet. Donc, des pistes dans l'innovation. Et puis, on a un petit peu parlé, mais on peut insister aussi sur l'intervention des patients dans les politiques de santé. Par exemple, la Haute Autorité de Santé fait appel à des patients qui sont considérés comme des experts, comme les autres professionnels qui participent à leur groupe de travail ou à leur conseil, et qui sont rémunérés de la même façon que les autres. Et on a aussi donc des structures plus opérationnelles d'appui, donc des structures d'appui à la qualité des soins, ou ici en Occitanie, le centre opérationnel du partenariat en santé, qui peuvent soit embaucher des patients en salariat ou comme personnes ressources pour travailler sur des sujets. Donc ça, c'est aussi autre chose qui est en train de se développer. Et clairement, il y a des réflexions au niveau national, que ce soit France Asso Santé, que ce soit la Haute Autorité de Santé ou au ministère, qui vont aller vers cette professionnalisation. On n'y est pas encore, mais on y va. On y va, sans doute pas assez vite pour nous tous, mais on y va. Voilà ce que je voulais compléter par rapport à toutes vos remarques. Alors, est-ce qu'il y a d'autres éléments dans le chat? Merci, non, merci. Merci pour cette synthèse, Fabienne. Oh, putain. Où est-ce que tu es là? Tu nous as mis quoi? Ah, ça y est. Et donc voilà, donc on va pouvoir conclure. Alors peut-être avec un dernier mot des personnes qui ont partagé leur expérience aujourd'hui. Nathalie, est-ce que tu veux nous donner un petit mot de conclusion? Moi, je pense qu'on se disait ça. Alors, Laura est partie, mais je crois que c'était avec elle qu'on s'était dit ça, sur le fait que on fera sûrement partie des précurseurs. Voilà. Donc, dans quelques années, dans 10-20 ans, on dira « Ah, vous vous rappelez, les vieux qui participaient avec Savoir Patient au PEPS, machin, ils bougeaient les choses, ils essayaient de faire bouger les lignes, et puis voilà ce que ça a eu comme conséquence. » Donc, du coup, c'est frustrant d'être dans ces périodes d'interrogation, mais en même temps, c'est hyper riche et constructif. Alors, je n'ai pas tous les jours cette énergie positive de dire ça, mais je pense que c'est à chacun d'entre nous de nous saisir de ce qu'on peut mener au quotidien, et puis d'apporter notre petite pierre à l'édifice en toute bienveillance et en toute considération de ce que les uns les autres font en fonction de leurs possibilités, de leurs capacités, de leur disponibilité, et de rester dans ce principe-là. On ne peut pas tous avoir les mêmes vues, ni les mêmes points de vue, mais en même temps, on travaille tous, si on peut appeler ça un travail,
pas un travail forcément rémunéré, mais on va dire un accompagnement de cette évolution-là pour le mieux-être et la meilleure prise en charge des patients dont on fait partie. Voilà. Merci Nathalie. Sandrine, est-ce que tu veux nous donner un petit mot de conclusion? Oui, moi je suis ravie d'avoir participé aujourd'hui. Je suis très confiante et je suis très contente de voir l'impact et l'effort et comment dirais-je, le positif de nos interventions, que ce soit auprès de nos pairs et des patients, que ce soit aussi envers les soignants. Il y a toujours un retour à chaque fois exceptionnel et je me dis que chaque heure passée dans ce partenariat est une heure gagnée sur l'impact et le pouvoir, mine de rien, que l'on a. Et pour nos soins en premier lieu. Donc, moi, je suis confiante. J'espère pas mourir avant longtemps, enfin mourir dans longtemps et avoir encore le temps de faire de bonnes actions dans ce sens-là. Je vous remercie beaucoup. Merci Sandrine de nous avoir rejoints. En plus, c'était la dernière minute, c'était compliqué pour toi. Merci beaucoup. Et Isabelle, ton petit mot après 7h30 passée ensemble? Juste pour compléter ce qu'a dit, mais ça va dans la même lignée que ce qu'ont dit Nathalie et Sandrine, ça chemine, les gens cheminent, les professionnels cheminent, parce que moi je vois beaucoup du côté professionnel. Les professionnels de terrain cheminent et ils en prennent conscience de plus en plus de l'intérêt d'inclure et de travailler avec les patients partenaires dans cette dynamique-là. Après, il y a des choses au niveau un peu plus macro-organisationnel, des organisations financières qui impactent beaucoup cette dynamique. Mais voilà, il va falloir qu'elle s'achemine doucement, mais ça chemine. Donc, je pense qu'il faut avoir plein d'espoir et c'est important. Merci beaucoup Isabelle, on est toujours positif dans les rendez-vous, on y croit. Merci infiniment à toutes les trois d'avoir partagé vos expériences. Merci à toutes les personnes qui ont beaucoup contribué aujourd'hui. On n'est jamais très nombreux, on a toujours des dizaines et des dizaines d'inscrits et puis une vingtaine de participants, mais voilà, ça permet à chacun de s'exprimer et c'est riche. Comme toujours avec Claire, on vous demande si vous voulez bien de faire un petit retour avec voilà, une évaluation de ce qui s'est passé, peut-être des idées pour la suite et la possibilité de s'inscrire aux prochaines séances qui sont planifiées jusqu'au mois de juin, je crois, ou juillet, je ne sais plus. Et donc, un dernier mot pour Savoir Patient, mais je pense que maintenant, vous connaissez cette structure qui n'est pas une association de patients, mais une association de pratiquants et de militants, on va dire, du partenariat en santé, qui essaye d'incarner ce qu'elle promeut, à savoir la collaboration entre patients, proches aidants, professionnels à un niveau systémique, que ce soit dans les soins, les établissements de soins, dans la formation, dans la recherche, l'innovation et les politiques de santé. Voilà ce que j'avais à dire. Donc, merci encore à tous. Hop, et on se retrouve le deuxième vendredi de chaque mois à 13h. Et Claire et Muriel, je vous laisse dire au revoir si vous le souhaitez. Merci à toutes et à tous. On avait quelques hommes, donc on est toujours ravis quand ils sont là. Et au plaisir de se retrouver dans un mois. On a déjà tous nos intervenants et ce sera aussi sur le thème de l'ETP. Donc, à très bientôt tout le monde. Salut. À bientôt. Au revoir. Alors, pour celles qui le savent, vous restez avec nous pour débriefer et les participants de la salle, on vous laisse tranquillement sortir. Sandrine est partie. Ah, Sandrine, elle est partie. C'est bon, ça y est. Elle n'était pas là quand on a dit qu'on se retrouvait un petit peu avant. Ah oui. Donc, elle n'y a pas pensé. Attends, j'ai oublié de couper l'enregistrement.